Bonjour. Bonjour. On vient vous parler du couple et d'une certaine manière, comment prendre soin de son couple. Et pour comprendre comment on peut prendre soin de son couple, on va parler de ce qu'est le couple, on va parler de ce qui définit un couple. Et voilà, on va parler de la relation. On est un couple tous les deux depuis 30 ans maintenant. On a 4 enfants, 49 ans tous les deux. On a un cabinet de conseil à Palaiseau où on fait de l'accompagnement, de conseil, n'importe quoi, c'est mon ancien métier. Un cabinet de thérapie à Palaiseau où on officie individuellement, chacun de notre côté, et aussi dans l'accompagnement de couple. On anime des stages également. Donc moi je suis Sidonie. Elle. Et donc on est heureux de vous accueillir là pour cette conférence. Donc comme Sidonie l'a dit, on va parler du couple et de comment prendre soin de son couple, c'est l'idée de cette conférence. Dans le couple, on a souvent une image idéale qu'on se fait du couple, c'est-à-dire le fait que on doit bien s'entendre tout le temps, ça doit être l'harmonie, il y a ce besoin aussi de partager des moments ensemble, d'être toujours bien. Et on a quelque part cette aspiration à l'intérieur de nous, presque intuitive et fondamentale, de trouver notre moitié. Souvent on parle de trouver sa moitié, et du coup quand je trouve ma moitié, d'une certaine manière je me sens complet. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut ressentir quand on est en couple, de sentir que avec la personne avec qui je partage ma vie, je me sens complet, je me sens entier. Seulement on peut se rendre compte de quelques moments de vie ensemble et de partage de vie ensemble, que ça se passe pas toujours comme ça, qu'il y a des heurts, qu'il y a des problèmes qui se passent. On parle beaucoup aussi de problèmes de communication, on n'arrive pas à se comprendre, etc. Et donc ça va être l'idée aussi de faire le tour de ça, de voir un peu quels sont les différents problèmes qui peuvent se poser, et puis comment est-ce qu'on peut pallier à ça, et qu'est-ce que ça veut dire aussi sur nous. Et justement, cet idéal du couple, alors que ce soit l'idéal de ils se trouvèrent et finirent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ou des espèces parfois de couples parentaux, ça existe, des fois des couples qui ont très bien fonctionné, on a cette image-là, et donc pour moi ça devrait aussi fonctionner de cette manière-là. En tout cas, cet idéal, cet archétype du couple ou de la relation, Naël parlait de cette notion de c'est ma moitié, et finalement c'est pas ma moitié, parce que moi je suis entier, je suis complet, on en reparlera dans quelques instants, mais c'est la moitié du couple, chacun est la moitié du couple. En tout cas, cet écart de vécu entre l'idéal, que ce soit un idéal de société, puisque effectivement une société fonctionne notamment sur la notion de famille, c'est un peu un socle au départ de société. Il y a cet idéal qui pousse à faire famille, et ça démarre d'un couple. Après, il y a famille ou pas, mais ça c'est un autre sujet qui ne sera pas notre sujet d'aujourd'hui. Cet écart entre l'idéal et le vécu fait que aujourd'hui où il n'y a plus nécessité à rester ensemble, on est dans une crise sociétale du couple. Il y a des crises individuelles, celles qu'on vit nous à la maison, mais c'est aussi une crise de société, parce qu'on n'a plus besoin de rester mariés, les femmes travaillent, elles ont un salaire parfois à l'égal de l'homme, on sait qu'il y a encore des écarts majeurs, mais ce n'est pas non plus le sujet d'aujourd'hui. Donc on n'est plus obligé de rester ensemble, et donc il y a un écart, et là où avant il y avait très certainement autant de soucis qu'aujourd'hui, parce que les individus ont tout autant de difficultés à fonctionner ensemble, aujourd'hui on ne reste pas ensemble, donc ça donne des séparations, ça donne des divorces, ça donne aussi toute l'expérimentation autour du polyamour. Si on n'est pas bien à 2, essayons à 3, à 4, pourquoi pas. Et puis qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Et puis aussi cette idée que finalement on est mieux seul
que mal accompagné. Hein. Vous savez, cette petite formule toute faite, finalement, je suis mieux seule que mal accompagnée. Effectivement. Et donc ces questions de société, finalement, elles réinterrogent ce que c'est un couple, parce que, comme dit Sidonie, on voit qu'on peut plus rester en couple comme on le faisait avant. Et donc, ça nécessite de trouver des nouveaux modèles, ou sans forcément trouver des nouveaux modèles, mais de revenir à l'essence de ce que c'est un couple, de pourquoi je suis en couple avec cette personne, et qu'est-ce que ça veut dire, le fait de cheminer ensemble et de se choisir pour le meilleur et pour le pire. Alors, il y a beaucoup de fausses croyances, on en a évoqué quelques-unes. Alors, parmi les fausses croyances, on a la croyance souvent que quand on est heureux ensemble et qu'on se complète, on ne se dispute jamais. Donc tout va bien, une fois qu'on a trouvé l'harmonie, elle reste tout le temps. Et donc souvent on croit, je me dispute tout le temps avec lui ou elle, machin, ça ne marche pas ensemble. C'est pas forcément un signe de mauvaise santé du couple, j'ai envie de dire bien au contraire. On peut croire qu'on doit toujours être d'accord aussi, ça c'est une fausse croyance, qu'en couple, si on est d'accord, surtout ça se joue avec les enfants beaucoup, hein. Papa et maman doivent être d'accord ensemble devant l'enfant. Alors il y en a un qui reste un peu en retrait souvent pendant que l'autre parle, et il n'est pas forcément d'accord, mais il n'ose pas trop l'exprimer, mais voilà, il n'en pense pas moins. On peut avoir aussi les enfants savent très bien quoi demander à qui. Oui. En général, ils savent en fonction de ce qu'ils veulent. Qu'on doit être amoureux tout le temps aussi. Hein, souvent, ça c'est. On voit souvent dans le cabinet, donc on fait de la thérapie de couple, c'est-à-dire qu'on accompagne des couples ensemble, tous les deux. Et donc, souvent, il y en a un des deux qui dit je l'aime plus, ou je l'aime plus en parlant de l'autre. Et donc, on croit que parce qu'on s'aime plus, on doit se séparer. En fait, on devrait dire je suis plus amoureux comme au premier jour. Parce que, oui, forcément, l'amour évolue, il se transforme. Et les papillons que je ressens dans le ventre au premier jour, forcément, ils sont plus forcément là. Mais souvent, ça peut être un motif de séparation. Donc ça pose la notion de état amoureux et d'amour, qui sont évidemment deux choses très différentes. Un couple doit tout partager. Ça aussi, on a souvent ça. Donc on a aussi la croyance que parce que je suis en couple, on doit tout partager, donc on doit tout se dire, on doit tout savoir de l'un, de l'autre, etc. À notre avis, grave erreur, mais on vous en reparlera aussi. Et puis il y a aussi les questions de rôle, on en parlait juste avant, c'est-à-dire que croire que c'est la femme, donc elle doit être cantonnée à un certain rôle, ou c'est un homme, donc qui doit se comporter de telle ou telle façon. Et donc là aussi on peut facilement s'enfermer dans des stéréotypes ou des croyances de ce que l'autre attend, de ce que je dois faire, ou de ce que j'attends qu'il fasse. Et donc ça aussi, c'est une grande source de discorde dans un couple. L'erreur aussi de se sacrifier pour les enfants, parce qu'ils doivent passer en premier. Là aussi, les enfants, avant qu'il y ait une famille, comme disait Sidonie, il y a d'abord un couple. Et si on ne prend pas soin du couple, du coup, c'est les enfants qui vont en pâtir. Donc, les enfants, en général, dans ce cas de figure, ils servent plutôt d'alibi. C'est parce que j'ai pas trop envie d'aller voir ce qui se passe là. Donc du coup, je vais préférer m'occuper des enfants et du coup, me soustraire de l'espace du couple. Petite parenthèse quand même, quand on a des tout jeunes enfants, le couple est entre parenthèses et c'est juste normal. Donc là aussi,
penser que alors qu'on a un enfant de 6 mois et que on est tous les deux éclatés et qu'on dort pas et que peut-être on allait ou on a un biberon toutes les 2 temps d'heure et que le couple devrait être autant sur le devant de la scène à sortir voir des amis, etc. Là aussi, hein, c'est une fausse croyance. D'accord. Donc, il y a des étapes. Ah, c'est une danse, hein, la relation. Comment? Bon, j'ai entendu quelqu'un, mais... Bon, une fois dit tout ça, qu'est-ce que c'est un couple? Alors évidemment, c'est 2 personnes. Hein, ici, on ne parle pas des troubles, on ne parle pas du polyamour, on parle vraiment du 2. Du 2, et vous avez sûrement tous entendu cette notion du 1 + 1 = 3 dans une relation, parce que il y a moi d'abord, c'est à partir de moi que ça part. Naël pourrait dire la même chose, hein. Il y a moi d'abord, c'est à partir de moi que ça part, donc ça part d'un centre. Donc c'est une question de point de vue. Il y a un toi, donc l'autre, et puis il y a la relation, qui est cette voilà. Hop, ce centre et cette ellipse, c'est 2 foyers. Donc ici, qui réunit et qui est différent de Naël ou moi. Hein, vous avez peut-être déjà fait cette expérience d'avoir des couples d'amis que vous aimez, mais individuellement, l'un ou l'autre, finalement, ça n'a pas la même synergie. Ou l'inverse, vous aimez vachement bien quelqu'un, mais quand ils viennent passer la soirée tous les deux, bah, ouais, bof. Voilà, vous voyez, c'est pas tout à fait la même... ça n'a pas le même goût, quoi. Hein, c'est autre chose. Et j'ai envie de rajouter une notion à ça, on va détailler un tout petit peu, mais j'ai envie de rajouter une notion à ça, c'est que la relation que je vis moi, la manière de vivre mon couple, n'a rien à voir avec la manière qu'a Naël de vivre notre couple. Puisque là, c'est quelque chose d'individuel. Là aussi, je suis sûre que vous en avez fait l'expérience. Vous regardez un film ou vous lisez un bouquin. Moi, je me souviens du nombre de fois où je lisais quelque chose et je me disais « Oh, je voudrais tellement qu'il lise ça, puis il va retenir tel passage, et puis etc. » Évidemment, c'est pas du tout ce qu'il voyait, c'est pas du tout ce qu'il lisait. On avait complètement 2 expériences presque radicalement différentes, parce qu'on est assez différents l'un de l'autre. Enfin, il va comprendre ce que je lui dis depuis des années. C'est ça, avec beaucoup d'espoir. Alors moi, je parlais de moi, ce moi, c'est-à-dire ce point de départ qui fait qu'à un moment donné, je vais aller vers un autre, choisir quelqu'un. Donc ce point de départ, c'est, on dit, hein, il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer. Si on attend ça, j'ai envie de vous dire, on peut attendre longtemps. Hein, si on doit finir d'avoir fait son chemin, ni Naël ni moi ne recommandons ça. Parfois, il y a des personnes qui cherchent et qui vont de couple en couple et on peut être amené à leur dire peut-être rester à un moment donné avec vous-même et puis voir ce que ça donne. Mais si on attendait d'être fini pour se mettre en couple, je crois que ça se ferait jamais vraiment. Parce que le couple est un chemin. Hein, c'est parce qu'on a un miroir à travers l'autre qu'on est confronté à nos blessures, qu'on est confronté à nos vides, à nos espoirs, à nos attentes, et qu'on chemine à la fois seul et à 2. L'autre au départ, on ne le rencontre pas. On rencontre un idéal. Le Naël, le premier vrai rendez-vous qu'on a eu, il avait mis un parfum qui sentait trop bon. Je me dis, sympa et tout, ça peut être cet homme-là. Bon, il l'a mis une fois, hein. C'était le parfum de son père. Ah bah ça fait 30 ans qu'on est ensemble, on était jeunes, hein. T'es démasqué. Donc l'autre que je rencontre, c'est pas qui est Naël, c'est un idéal. Alors, moi j'avais envie de quelqu'un de gentil, de doux, de plein de choses. C'est mon idéal, c'est ma projection de l'homme et je peux pas avoir cette projection sur tout le monde, mais il y a un type de profil d'homme sur lequel je vais projeter peut-être cet idéal. Et Naël faisait partie de ce type de profil d'homme sur lequel je pouvais projeter mon idéal. Et donc c'est que dans un second temps
c'est Naël qui en parlera tout à l'heure, c'est que dans un second temps, que je vais vraiment rencontrer qui est Naël, avec ses qualités, avec ses défauts, et c'est pas l'image que je me faisais ou que j'ai idéalisée au départ. Et le nous est important parce que, alors c'est souvent féminin, mais je connais des couples dans lesquels ce sont les hommes aussi. On met pas la même chose dans la relation. Je disais, ma relation au couple n'est pas la même chose que la relation de Naël au couple, et ça sera vrai pour chacun d'entre vous. Et donc, on peut avoir la sensation, souvent, on l'entend beaucoup au cabinet, c'est toujours moi qui dois prendre l'initiative, c'est toujours moi qui propose quelque chose, ah bah maintenant j'ai arrêté de proposer parce que j'en ai marre, il n'y a que moi qui m'investis, etc. L'idée que finalement, on fait tout pour l'autre et on n'a pas ce retour-là. L'idée du nous ici est intéressante parce que elle permet de revenir à l'idée qu'en fait, désolée de vous dire ça, mais on est tous un peu égoïstes. Même quand on a l'impression de tout faire pour l'autre, en réalité, on fait ça pour soi. Parce que comme disait Naël tout à l'heure au début, il y a un archétype du couple à l'intérieur de chacun d'entre nous. Une idée du couple, une envie du couple, après tous plus ou moins, mais... Et finalement, quand je nourris mon couple, ben c'est à moi que ça fait plaisir. C'est que je vis l'expérience du couple dont j'ai envie. C'est pas finalement pour les beaux yeux de Naël, même s'il a de très beaux yeux. C'est parce que le couple, pour moi, c'est un espace important, que j'y mets de l'énergie, que j'y mets une envie de passer du temps à deux, une envie de quelque chose. Mais en réalité, c'est quelque chose de partagé. Et cette notion, elle permet de sortir de cette idée de la dette. Et que je fais pour toi, avec l'idée que je me sacrifie. Et en réalité, pas regarder que je fais aussi beaucoup pour moi, pour une envie, pour un besoin de remplir, un besoin de partager, un besoin de communion, etc., etc. Ça dépend. Et à ce moment-là, moi, je peux être d'accord. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément impulser quelque chose, mais je peux me prêter au jeu. Et du coup, c'est comme ça que je vais nourrir aussi la relation de couple à ce moment-là. C'est le fait que je vais dire, ok, je suis d'accord, je rentre dans ce que tu me proposes. Et souvent, on voit dans les couples que y en a un qui va être plus générateur. On parlait d'human design hier, qui va plus impulser dans le couple. Et l'autre va être plus suiveur, où il va rentrer plus dans les propositions. Mais ce que disait Sidonie, c'est que souvent, celui qui impulse, à un moment donné, il peut se dire c'est toujours moi qui fais la même chose, et puis toi, tu proposes jamais. Et là où on voit que souvent que ça commence à coincer, c'est quand le générateur du couple, celui qui impulse, ne génère plus, commence à se dire comment ça se fait, c'est toujours moi, et qu'il arrête de générer. Du coup, l'autre en face, il se retrouve perdu, mais avec cette attente que du coup l'autre prenne le relais. Mais l'autre, si c'est pas dans son modèle du monde, ça risque d'être très compliqué. Alors il peut le faire pour faire plaisir, temporairement, mais là on risque de créer un déséquilibre. Parce que rapidement, il y a une question aussi de nature. Il y a des natures plus comment dire, je trouve pas le mot, mais plus extraverties. Voilà, plus extraverties, des natures plus introverties, des personnes qui vont plus être à l'initiative à la maison et d'autres plus à l'initiative à l'extérieur. On n'est pas tous égaux là-dessus. Et donc c'est vrai que c'est intéressant dans cette connaissance de l'autre aussi de se challenger, parce que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de se scléroser dans une dynamique toujours la même pendant 30 ans jusqu'à la mort. Mais donc on peut se challenger, mais aussi d'honorer nos forces et nos différences, et de savoir qu'effectivement pour l'un ça peut être ceci plus facile, ça différent. Une notion que je voudrais amener par rapport au nous encore, c'est la notion de synergie. Je ne sais pas si vous êtes sensibilisé aux huiles essentielles par exemple, ou à la chimie. Bon, c'est pas mon domaine, mais les huiles essentielles un peu plus. On dit quand une rencontre de deux huiles essentielles est supérieure à la somme des deux huiles essentielles, c'est une notion de chimie assez connue, mais c'est la même chose dans un couple. Et il y a quelque chose de grand dans le couple, de ce qu'on peut amener finalement à la fois à l'autre, mais aussi proposer autour de soi.
qu'est-ce qui définit un couple, hein? Je dis, on est deux, ok, bon. Mais qu'est-ce qui définit un couple? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez connu cette génération-là, on a eu une génération peut-être d'une dizaine d'années, j'ai eu la sensation, c'est pas statistique ce que je dis, hein, c'est de l'approximatif. Mais j'ai eu la sensation au travers des jeunes que je rencontrais, soit parce que ça faisait partie de la génération de mes enfants, soit les jeunes qu'on a accompagnés nous en thérapie, etc., qu'il y a eu toute une génération là où se dire en couple, même quand ils rencontraient quelqu'un régulièrement, ils avaient une relation finalement, se dire en couple était très compliqué. Comme si tout ce dont je parlais au début, c'est-à-dire ces doutes autour, cette crise sociétale autour du couple, questionnait et disait qu'on avait du mal à se définir en couple ou pas en couple. Alors en vrai, on pourrait dire on s'en fout, c'est une étiquette. Mais du coup, c'est quoi un couple? Qu'est-ce que ça recouvre? Il y a quand même des choses nécessaires pour pouvoir se définir en couple. Si je retrouve mon petit papier, comme ça je pourrais dire les choses à peu près telles que je les avais pensées. Non, je ne l'ai plus. Si, je vais vous les dire comme ça. Je ne trouve pas. La première des choses, c'est la notion de projet. C'est-à-dire avoir un ou des projets. Un premier projet peut être l'idée de faire couple. C'est-à-dire qu'on s'est choisi. C'est pour les... Alors, c'est pas les plus jeunes, mais on va dire les moyens jeunes, quand on mettait en couple sur Facebook. À un moment donné, on ne s'est pas marié, on ne s'est même pas paxé, mais on s'est identifié, on a identifié l'autre comme son partenaire ou sa partenaire, et on est d'accord là-dessus. Donc après, quelle forme ça va prendre ce couple, c'est autre chose. Mais ça peut être déjà ce premier projet, on est d'accord pour faire couple, pour dire qu'on est à deux. Oui, merci. Et donc accepter l'idée du lien, accepter l'idée de la relation. Il peut y avoir évidemment d'autres projets. Avant, on faisait couple pour faire famille. Donc un grand projet de couple, ça peut être d'avoir une famille. Un grand projet, ça peut être de voyager, ça peut être d'avoir une maison, de reconstruire. Enfin, ouais, je ne vais pas vous les faire, il y en a une multitude. Mais cette notion d'avoir des projets ensemble, c'est ce qui va souder, donner un socle, donner de l'énergie à la relation. C'est important le quotidien, on déteste ça, mais c'est important parce que c'est ça qui va faire qu'on va trouver un mode de fonctionnement à deux. Alors, imparfait la plupart du temps, et c'est normal, mais parce qu'il y a un quotidien, on doit trouver comment fonctionner ensemble. S'il n'y avait pas de quotidien et qu'on se retrouve, comme on dit aujourd'hui, c'est un peu vulgaire, mais c'est pas grave, un plan cul, voilà, on se cale une fois de temps en temps, allez, allô, t'es dispo, il n'y a pas cette nécessité de fonctionner. On se retrouve au bon plaisir de l'un ou de l'autre, et c'est pas grave, c'est pas le sujet, mais ça fait pas couple. Un quotidien, c'est pas forcément habiter ensemble. Ça peut être aussi des moments de rencontre qu'on a planifiés, c'est une façon de rentrer en contact l'un avec l'autre, mais dans une idée d'une continuité. Absolument. Et donc, tout un des enjeux du couple, ça va être comment réenchanter le quotidien. Mais il y a cette base du quotidien, c'est le fonctionner ensemble. Et ça nous amène une notion qui est de faire la distinction entre l'amour et le couple, j'ai envie de dire. Parce que l'amour, c'est l'énergie qui va faire qu'on a envie de faire couple. Mais le couple, c'est comment on fonctionne l'un avec l'autre. Et c'est très différent. On peut s'aimer, on entend ça des fois, des personnes qui s'aiment énormément. Et puis Naël parlait des conflits, voilà, on n'arrive pas à fonctionner. On s'engueule tellement que, après tout, est-ce qu'on se fait pas plus de mal que de bien? Alors on décide d'aller chacun de notre côté. Parce qu'on n'a pas réussi à trouver ce mode d'emploi, on n'a pas réussi à trouver un quotidien qui soit bon pour les deux. L'intimité, c'est nécessaire dans une relation. Elle parlait tout à l'heure de tout partager ou pas tout partager. C'est pas le sujet, mais il faut quand même un minimum d'intimité. Et quand je parle ici d'intimité, je parle pas de sexualité.
La sexualité, c'est une partie de l'intimité, mais c'est pas toute l'intimité. L'intimité, c'est est-ce que on a envie ou pas de partager ce moment où on se brosse les dents? Est-ce que c'est un moment que je vis pour moi, ou est-ce que c'est un moment que j'ai envie de vivre ou que j'accepte de vivre avec l'autre? Et là, il n'y a pas de règle, hein. On est différents et il n'y a pas un mode d'emploi. Et évidemment, en général, dans la relation, ça serait trop simple. Il y en a un qui a une vision beaucoup plus ouverte de l'intimité, avec beaucoup plus de partage, beaucoup plus envie d'être là, tout près, collé, serré. Et puis l'autre qui a un peu plus besoin d'espace. Attends. Donc ça, c'est évident. Mais n'empêche que, qu'est-ce qu'on met dans ce panier commun qu'est l'intimité? Qu'est-ce qu'on décide de partager ou pas? Est-ce qu'on se dit tout ou est-ce qu'on se dit pas tout? Est-ce que c'est un crime si j'ai pas partagé quelque chose? Je parle pas ici, et Naël non plus, du contrat qu'on a posé ensemble. Par exemple, on pourrait pas penser à la fidélité, hein. Il peut y avoir un contrat autour de la fidélité, soit quand on s'est marié, soit quand on est un couple et qu'on a dit, voilà, on décide d'être, comment ils disent, exclusif, voilà. On décide d'être exclusif. Donc, on ne parle pas de cacher et de entre guillemets, tromper ce contrat, hein. C'est pas... Mais on peut avoir des espaces de son intimité, de son passé, de son histoire, même des besoins d'être seul, de ne pas partager son espace de brosse à dents. Il y a des couples qui partagent la même brosse à dents. Moi, j'ai pas de jugement, hein. On se roule bien des pelles, alors pourquoi pas la brosse à dents? Mais voilà, cette limite-là, elle est très personnelle, elle est unique. En tout cas, il faut une intimité. Évidemment, la sexualité en fait partie. Et j'avais un dernier point que je voulais évoquer, je l'ai perdu. Hop. J'ai l'impression que j'en ai un. Sur cette question d'intimité, de partage d'intimité, pour moi, le point fondamental là-dessus, c'est que nous sommes différents. Et vouloir tout partager, c'est quelque part se mouler dans le moule de l'autre, et vice-versa. Et donc, il y a un risque de perdre une certaine richesse quand on partage tout. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui se nourrit de votre propre intimité personnelle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le 1 + 1 = 3. Le fait d'accepter que vous êtes une personne unique, que vous avez aussi votre propre trajectoire, votre propre façon d'être, c'est ça qui va être intéressant à mon sens dans le couple. Parce que une des erreurs qu'on fait à mon sens quand on se met en couple, c'est ce que je vous disais par rapport à la moitié, c'est le fait de vouloir fusionner. On est tout l'un pour l'autre, l'autre est tout pour moi. Il y a quelque chose d'extrêmement rassurant, mais quelque part, j'ai envie de dire immature là-dedans. Parce que je vais chercher une sécurité maternelle là où c'est pas tellement l'objet du couple à mon sens. L'objet du couple justement va être de nous permettre de grandir en tant qu'individu. Et j'ai envie de dire, plus je suis en couple, plus je me différencie. Pourquoi? Parce que forcément, quand je suis avec quelqu'un qui vient me challenger, qui vient, comme disait Sidonie, avoir envie des espaces de rencontre et que moi, hop, ça ne me va pas, ou l'inverse, eh ben, je vais devoir préciser mes limites. Je vais devoir dire, ok, c'est cool, j'aime bien qu'elle vienne près de moi, ou ah ben non, là, c'est pas le moment, etc. Donc je dois dire stop et je dois mettre mes limites. Et c'est ça qui va me permettre de m'individuer et quelque part de grandir. Et plus on est dans cette démarche-là, plus on grandit et plus on est en couple quelque part. Parce que justement, on apprend à s'apprécier en tant qu'individu. Et en tant qu'individu plein, justement, dans sa différence. Et là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'une union, pas d'une fusion. Je rencontre l'autre, voilà, pour ce qu'il est, complètement différent de moi, et je me sens uni à lui parce qu'il est avec moi, elle est avec moi. Mais je ne suis pas en fusion, je ne suis pas elle, elle n'est pas moi. Et donc, il y a toujours une limite entre nous deux.
Ok, bah justement, je voulais aussi vous parler de ces phases, ces différentes phases que rencontre le couple. Vous avez pu les percevoir au travers des différents exemples qu'on a donnés. Cette phase d'embellie d'abord, où on est complètement amoureux, fou d'amour l'un pour l'autre, on se regarde avec des yeux de crocodile. Je sais pas si ça existe. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais bref. Voilà, on est justement dans cet état de fusion, on se rencontre, on a les papillons dans le ventre, on a envie de se voir, on a envie d'être ensemble, on aime les mêmes choses. Notre fille la plus jeune est dans cette étape à fond, elle a 14 ans, elle est folle amoureuse de son chéri, il est fou amoureux d'elle, il lui apporte des fleurs, quand il n'est pas là, il nous dit « il me manque, t'as vu son dos maman, t'as vu comment il est beau maman, est-ce que tu le trouves beau maman ?» Voilà, on vit d'amour et d'eau fraîche et ça nous nourrit. C'est important cette phase-là, elle est importante parce que aussi c'est comme ça qu'on crée des liens, qu'on se rapproche. Justement, on se goûte, on se sent par tous les pores de la peau, quoi. C'est le cas de le dire. Et il y a un phénomène biologique derrière ça, avec des hormones, de la sécrétion voilà, toutes les hormones du plaisir sont... d'endorphine, de l'ocytocine, des hormones d'attachement. Donc on est shooté aux hormones. À ce moment-là, ça nous dépasse. Il y a quelque chose qui est vraiment fort et important à ce moment-là. Pourquoi c'est fort et important? Parce que, comme dit Sidonie, c'est là où on va s'attacher l'un à l'autre. On va créer une sorte de nid, une sorte de cocon, un peu comme deux cellules se rencontrent. D'envie d'être avec l'autre. Voilà, pour fusionner ensemble. Voilà, c'est là qu'on va nidifier. Alors souvent, dans cette phase-là, on va chercher à être le plus possible ensemble. Donc on va passer du temps ensemble, on va peut-être s'installer ensemble, on va acheter une maison ensemble, on va avoir des enfants ensemble. C'est l'envie, en tout cas, tous ces projets. Voilà, c'est l'envie de féconder ensemble, justement, autour de ce nid qu'on a créé. Et puis, cette phase dure plus ou moins longtemps, vous l'avez certainement expérimenté. Au bout d'un moment, il y a une sorte de désillusion qui arrive là. Tout d'un coup, l'autre, quand je le regarde, quand je me lève le matin, c'est plus la même chose que je ressens, que je vis. Il n'a plus la même odeur, j'aurais presque même envie de m'éloigner. Voilà, en plus, il a ce don-là de laisser ses chaussettes dans l'escalier ou de pas débarrasser son assiette après le petit-déj. Et voilà, ça m'agace, ça m'énerve. Et puis, mais bon, on a envie d'y croire. Donc, on essaye, on prend sur soi, on fait en sorte que la relation se passe au mieux. Il y a moins d'énergie à mettre dans le couple, il n'y a plus cette chimie, cette envie d'être coude que coude. Donc, il y a moins d'efforts aussi qui sont mis. On est ensemble finalement. Donc, il y a un peu cette idée que c'est pas acquis, mais voilà, il y a cette idée qu'on a décidé de faire couple, on est là l'un avec l'autre, il y a moins à y mettre d'énergie. Le soufflet retombe. et donc voilà, la désillusion, elle peut être plus ou moins violente, plus ou moins difficile. Et puis, on va rentrer dans une sorte de lutte de pouvoir, où on va chercher à ce que l'autre revienne tel que nous, on se l'était imaginé. Quand Sidonie a dit qu'elle projetait sur moi quelque chose, un homme gentil, etc. En fait, pas du tout. En fait, dès que j'ai commencé à être méchant, à être plus indépendant, etc., que je faisais pas attention à elle, forcément, ça lui a pas plu. Et donc, voilà, elle a cherché à ce que je revienne comme elle m'avait vu, c'est-à-dire selon son modèle. Et moi, pareil. Et donc, voilà, il y a cette espèce de lutte, où on cherche à ce que l'autre revienne dans le droit chemin. Et puis cette lutte de pouvoir qui est forcément j'ai raison. Forcément j'ai raison, ma manière de voir les choses est supérieure à la sienne. Moi je sais comment on vide le lave-vaisselle ou comment on remplit le lave-vaisselle. Moi, je sais que c'est bien de faire comme ça ou de faire comme ça. Je sais qu'un couple, ça marche si on fait ça, etc., etc. C'est-à-dire que là, il y a vraiment le choc des personnalités. On n'est plus dans l'idéal de l'autre, il n'y a plus la chimie. Là, maintenant, on est deux personnes différentes.
et ben, qui ne fonctionnons pas de la même manière, qui n'avons pas eu la même éducation, pas le même héritage, pas la même vision du couple, pas la même vision de la parentalité, pas la même vision de l'homme, pas la même vision de la femme, du boulot, du temps qu'il faut y passer. Les sujets sont infinis. Et donc cette phase, elle peut durer très longtemps, très longtemps, très longtemps. Il y a une troisième phase d'ailleurs qui peut s'installer à la suite de ça, c'est la phase d'habituation, où on est ensemble par habitude, on a appris quelque part à cohabiter ensemble. Bon an, mal an. Voilà, on se lasse, ou voire même on n'attend plus rien de l'autre. On a lutté au début et puis voilà, il y en a marre, il est comme ça et puis je ne le changerai pas. Et du coup, on va s'extraire, on va fuir d'une certaine manière le couple. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions que la fuite à ce moment-là. Parce que soit j'affronte et du coup, là, en général, il y a de la séparation. Ou des conflits permanents. Qui vont être permanents. Mais qui peuvent rentrer dans une habituation. C'est-à-dire que ça peut rentrer dans un mode de fonctionnement du couple que d'être tout le temps en conflit. Pardon. C'est ça. Soit il faut que je m'extrais d'une façon ou d'une autre, et donc je vais passer plus de temps avec les amis, ou alors ça va être les enfants ma priorité, et donc je vais tout donner aux enfants, il n'y aura plus rien pour le couple, ou je vais investir mon travail, etc. Et donc, comme vient de dire Sidonie, il y a aussi la crise qui arrive par là généralement, c'est-à-dire que alors, soit je rentre en conflit, et effectivement, c'est important de faire la différence entre le conflit structurel, la crise structurelle, et la crise d'évolution. Ce que j'appelle la crise structurelle, qui n'est pas vraiment une crise, en fait, c'est une phase d'habituation où justement notre mode de communication, c'est de nous agresser en permanence, c'est de nous décevoir en permanence, mais d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on est en lien, et c'est comme ça qu'on tient. Et que l'équilibre du couple bon an mal an se maintient. Vous en connaissez sûrement des couples comme ça, des couples qui restent dans le dysfonctionnement. Et c'est pas super joyeux. Souvent les enfants disent moi mes parents j'aurais voulu qu'ils se séparent et puis ils se séparaient pas. Et pourquoi? Non, parce qu'il y avait quand même quelque chose qui les reliait, mais ils savaient pas comment fonctionner ensemble. Et donc, la dernière phase, effectivement, c'est plutôt la phase de crise. Mais la phase de saine crise. C'est-à-dire que, à un moment donné, j'ai le choix de me dire, ok, c'est la faute de l'autre, il rentre pas dans mon modèle, il est nul, il est en dessous de tout, comme disait Sidonie, c'est moi qui ai raison. Mais à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, on peut se remettre en question, justement, par rapport à qui on est, et ce qu'on attend de l'autre. Et c'est là qu'on va rentrer dans cette phase du couple évolutive, où là, je ne vais plus chercher à redevenir amoureux, retomber amoureux, mais je vais chercher à rentrer dans l'amour, dans une dimension de moi-même qui va me permettre d'observer à chaque fois que je suis en réactivité quand l'autre fait quelque chose, qui va me permettre de remettre en question finalement les schémas sur lesquels je suis construit. Parce que derrière ça, ce qu'on ne vous a pas dit, mais vous l'avez compris, c'est qu'il y a tout mon modèle du monde. Mais mon modèle du monde, il me vient d'où? De mon couple parental. Comment ont été mes parents? De tout le modèle de société que j'ai eu autour de moi. Et donc là, forcément, il y a des choses à changer. Et c'est là où le couple vraiment devient évolutif. C'est ce que je disais tout à l'heure dans la différenciation. C'est que je vais apprendre à me différencier, mais pas seulement de mon partenaire, mais aussi de toute la société qui m'a construite. Je vais m'individuer. Et donc là, je vais rentrer dans une relation de couple qui va être plus mature, plus adulte, plus spirituelle presque. Plus authentique. Et plus authentique. Parce que dans la rencontre à la fois de soi et de l'autre, et pas d'un idéal. Quand elle parle de se différencier de la société ou des attentes familiales, etc., on est d'accord, on fait la différence entre se différencier et rejeter. C'est pas du rejet. C'est-à-dire faire la différence entre l'autre et moi. Je ne fusionne plus avec un idéal de société ou avec un idéal parental ou avec l'idéal de mon partenaire. Je questionne, je fais face à face, qui me permet de questionner
de revisiter ce que je veux, mes attentes. Et quand Naël parle du fait de questionner mes attentes, etc., ça ne veut pas dire que je dois plus rien demander à l'autre et que tout m'appartient, mais l'espace à partir duquel je vais faire une demande, faire une proposition, sera tout à fait différent quand je parle d'un moi qui s'est questionné, qui n'est plus en réactivité, ou quand je suis là, à chaud, il a fait ça, paf, j'ai envie soit de bouder, soit de pleurer, soit de lui en mettre une. Ça dépend comment on est construit. Mais à ce moment-là, c'est l'espace à partir duquel oui, on termine. C'est l'espace à partir duquel on vit, on fait une demande, on interagit, qui n'a pas du tout le même goût et la même couleur. Et donc là, on rentre dans un espace réel de créativité parce que je suis plus au service de l'autre, je suis plus au service de moi, mais je suis vraiment au service du couple. Et là, on va être dans une dimension créative à deux. On vous remercie pour votre attention. On a un stand juste là au salon J5. On pourra vous renseigner si vous êtes intéressé pour faire un travail sur votre couple. On propose un stage sur le couple justement qui aura lieu en mai. De 4 jours. De 4 jours. On va traiter et travailler toutes ces questions. Merci.